Non, ça c'est toute la... On a un aperçu de la construction de la poétique d'Édouard, qui, à partir des grands faits historiques et du grand mouvement occidental du monde et des moments clés du monde, aussi à partir de mots particuliers, de noms de villes, il élaborait sa propre lecture, sa poétique, ce qu'il appelait sa poétique, et qui constituait ce qu'on peut considérer être son arbre relationnel. Non pas un arbre généalogique, mais un arbre relationnel, avec différentes parties, différents lieux du monde, pas seulement des lieux, mais aussi des personnes, mais aussi des plats, mais aussi des mots, mais aussi... Bon. Et il avait un arbre relationnel qui s'étendait à l'infini sur cette totalité monde. Et ça, c'est assez extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'on a une présentation de la Tunisie. J'étais en Tunisie à ce moment-là. Je n'ai pas vu tout ça. On était dans la salle du colloque et on n'a pas vu grand-chose. Et cette présentation du pays dans sa réalité naturelle, et puis ce déploiement d'une lecture poétique qui rebondissait sur des réalités anciennes, des vestiges, des paysages. Et puis, on voit bien que, là encore, on reconnaît un petit peu les éléments d'élaboration du poète. Hein. Moi, je l'ai vu marcher dans ses ruines, comment il restait méditatif. Il se perdait très vite dans une espèce, et ça, on sait que il emmagasine des sensations, c'est des idées qui s'organisent, c'est des images qui viennent et qui vont ressortir quelque part. Non, là, on a un très très bel exemple de ce qui est, à mon avis, le voyage. Moi, je pose le voyageur au touriste. Et là, on a vraiment une rencontre avec un pays réel, une histoire réelle, et malgré ça, il déploie son émerveillement personnel qui lui permet de vivre 2 fois plus cette terre que n'importe quel touriste ou que n'importe lequel d'entre nous. Voilà, ce qui fait que la vérité historique... Oui, c'est pas le souci de ce film en tout cas. Tout à fait. Alors, pays rêvé, pays réel, Romuald. Ouais, c'est l'éternel glissant entre le réel et le rêve. C'est que finalement, je pense que chez lui, le rêve est toujours de toute façon supérieur au réel. Enfin, il transforme le réel en rêve. J'avais complètement oublié en fait les paysages de Carthage, alors qu'on y était tous. Mais il y avait des choses que j'avais complètement oubliées. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vues. Il y a des choses que j'expliquais que c'est un film de collage, c'est tout à fait ça. Il y a des choses qui sont lointaines, qui sont près de Sfax. Il y a des choses qui sont dans le Cap Bon que j'ai filmé par la suite. Hein, les paysages de devant, les derniers, c'est vers le sud tunisien. Ça tu l'as pas vu. Non, c'est vraiment un film de collage. Et c'est un collage aussi entre Édouard et moi, si j'ose dire. C'est prétentieux, alors je vais me rabaisser là. Et par exemple, j'ai pas voulu faire un travail de journaliste et lui poser des questions en lui disant Édouard, qu'est-ce que c'est que le tout monde, ou Édouard, qu'est-ce que c'est que l'opacité. J'ai pas voulu faire ça. Ce qui était très bien d'ailleurs, parce qu'au moment où la question est posée, ça tombe là plat. Donc c'est le vieillard, non, c'est le jeune. Donc, oui, c'était un peu prémédité. Mais surtout, voilà comment. Je vais donner 2 exemples de ce que je faisais. Par exemple, on est au Tophet de Salammbô, ce lieu où sont enterrés les enfants immolés au dieu Baal. Au lieu de lui dire, je lui dis, Édouard, moi j'ai conçu mon épitaphe et je lui dis mon épitaphe sur l'Alexandrin. Et c'est au lieu de répondre, voilà, c'était comme ça que j'essayais d'approcher les choses. Sur les ports puniques, pour évoquer le massacre des Romains, je ne lui ai pas dit « et alors ce massacre ?» Je lui ai dit « quand j'étais petit, avec mon petit frère, entre les 2 ports puniques, il y avait un canal qui est toujours là, pour pêcher le crabe, on mettait de la viande avariée, et moi, la viande avariée, après, quand j'ai appris à l'école ce qui s'était passé à Carthage, il rebondissait là-dessus. C'était un jeu comme ça, entre des choses assez personnelles finalement, et ce que lui pouvait développer, qui évidemment rebondissait, donnait une dimension poétique. C'est ce que j'attendais en fait. Il a dépassé mes espérances, parce qu'en fait on a tourné ça très très vite. Hein, il était très happé par le séminaire, et je sais pas, en tout peut-être 4-5 heures, non, on a tourné. Ouais, pas plus. Hein. Et au mauvais moment, hein. On avait rendez-vous à 9h, vous arrivez à midi, le soleil donne des ombres sous les yeux, enfin c'était quand même très bien.
Pour relier un petit peu à la conférence du début, sur la question du romanesque, et je la pose évidemment au romancier Patrick, est-ce que, en quelque sorte, ce lieu est d'emblée romanesque par tout ce qui a été écrit déjà, c'est-à-dire, on évoquait tout à l'heure Salammbô, Flaubert, est-ce que, en quelque sorte, le lieu n'est pas déjà complètement sédimenté, non seulement par ses histoires, par Virgile aussi, hein, bon, parce que c'est quand même, il faut rappeler aussi qu'il y a un poète à l'origine aussi, et que c'est Énée qui... Bon, c'est la séparation, mais enfin, c'est quand même Énée qui s'en va, et c'est le nomade, c'est quand même... Enfin, si Édouard était là, j'aimerais lui poser la contradiction. Le nomade, c'est Énée, il s'en va. Il ne reste pas avec Didon. Mais bon, la question c'est, est-ce que voilà, le lieu n'est pas déjà romanesque parce que des auteurs ont écrit... Oui, non, ce qui est sûr, c'est que l'intérêt qu'Édouard porte à Carthage, il est assez mystérieux, hein, il est assez irrationnel. Hein. Je pense que c'est déjà la sonorité du terme. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, il y a toutes les lectures qu'il a dû faire, parce qu'il en faisait beaucoup, il a dû travailler la question. Mais je pense que le mot a précédé l'exploration. Et à partir de là, il a pratiqué ce qu'on peut appeler, non pas une explosion, mais une implosion, c'est-à-dire qu'il a plongé dans le mot Carthage et il l'a étendu au maximum en l'accordant à sa propre poétique. Ça, c'est une démarche, je dirais, créatrice, hein, parce qu'Édouard, c'est un très très grand créateur de mythologie, petite mythologie personnelle, extension de mythologie ancienne, détournement de grandes légendes. Il a pratiqué ça, et ça, c'est la marque vraiment d'une autorité poétique sur une vision qu'il élaborait et qu'il essayait de laisser la plus ouverte possible. Ceci étant, le romanesque, la question du romanesque, c'est une question difficile. C'est vrai que le roman a pris une extension extraordinaire parce que c'est vraiment une des formes qui n'a pas de forme. Hein. Je pense que le roman s'est montré cannibale parce qu'il a une capacité protéiforme absolument extraordinaire. Aucun autre genre littéraire n'a véritablement. Mais moi, je crois qu'Édouard ne croyait plus et comme moi d'ailleurs non plus, je ne croyais plus aux distinctions littéraires. Hein. Moi, je crois les romans d'Édouard, ou bien les textes d'Édouard, je ne sais pas comment on les appelle, mais c'était des organismes narratifs. Hein. Vous parliez des là. Ce sont des organismes narratifs dont l'objet n'est pas de raconter des histoires. Il le disait tout le temps, l'objet de la littérature, le plus haut objet de poésie et de littérature, c'est le tout le monde. Mais l'objet de la littérature n'est pas de raconter des histoires. Parce qu'il montre bien comment le récit, derrière l'organisation narrative du récit, il y avait quand même la prétention plus ou moins obscure de régenter le monde, de l'expliquer, de l'organiser. Alors que s'il y a quelque chose qui désorganise le réel, c'est bien les organismes narratifs d'Édouard. À partir de l'idée d'organisme narratif, on s'aperçoit que la frontière entre le geste poétique, le geste de l'essai ou le geste dit romanesque n'était pas vraiment très nette. Et puis sans compter la propension qu'il avait à pratiquer les fragments. Il y a beaucoup de fragments dans l'œuvre d'Édouard. Édouard écrivait en fragments, enfin, pour ce que j'ai pu en voir. Hein. C'est des petits mots après des phrases, des paragraphes qu'il finissait par associer. Mais il y avait vraiment une captation du monde qui était multidimensionnelle, protéiforme, sensible. C'était conservé, puis à un moment donné, il donnait un élan. Ou alors à un moment donné, il résumait tout d'un trait d'obscurité, comme il aimait à le dire. Et c'est vrai que là, il y a un art poétique chez Édouard, un art du faire, de la construction, des organismes narratifs que je devine, hein, mais que malheureusement je n'ai pas bien élucidé. C'est pas le même que le mien. Hein, moi. Il a vraiment une autre méthode. Je me souviens qu'une fois, je l'ai vu, on était au Diamant,
il a passé la matinée à écrire comme ça. Parce qu'on écrivait un peu côte à côte. Des fois, il se mettait au bout du jardin. Des fois, moi, j'avais fini d'écrire, je me mettais dans un coin, dans un hamac, et je le voyais comme ça écrire. Et à la fin de la matinée, je lui dis, ah, ça a été fructueux, là, ce matin, c'était bon, tu as été inspiré. Et il m'a dit, non, non, c'est de la merde, c'est de la merde. Quand tu vois que ça vient aussi facilement, c'est que c'est de la merde. Donc pour lui, c'était... Et ça, peut-être que c'est peut-être une petite différence, mais pour lui, il y avait à la fois une très très grande liberté d'élaboration, c'est-à-dire une grande audace imaginative, une grande poétique sans limite, et en même temps un contrôle très, très puissant quand même d'une intention. Peut-être pas d'un programme ou d'un projet précis, mais vraiment d'une intention, ce qu'il a appelé lui-même une intention poétique. Et ça, c'était excessivement puissant. Édouard n'allait pas, les choses n'étaient pas laissées au hasard. Donc tout ce qu'il avait écrit avec un peu de grâce, pour lui, c'était pas, c'est même pas s'il ne l'a pas déchiré. Je ne crois pas qu'il déchire, hein, mais peut-être qu'il raye, enfin, je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas content. Romuald? Ben non, j'ai rien à ajouter. Pour revenir sur la question de la narration et des fragments aussi, il faut signaler aussi à quel point, et ça résonne avec le polythéisme, c'est la polyphonie, surtout dans l'Ormorod, la polyphonie des étapes historiques, des époques historiques, et puis polyphonie des voix, parce que vraiment ça ne cesse de manière d'ailleurs assez différente des romans américains, mais il construit une sorte de, bon, on va reprendre les mots chaos opéra, mais où vraiment c'est un roman à plusieurs voix, quoi. Ah oui, mais ça c'est le principe de la multiplicité. Hein. Ouais. Dans l'idée même de relation, on a un rapport, c'est quoi, il aime bien le polythéisme, mais il ne faut pas prendre ce polythéisme au pied de la lettre. Hein. Disons, c'est une espèce de disponibilité totale sur tous les possibles du réel. Et comme tu as parlé de mon livre, je parle du tien, qui est un livre absolument magnifique. J'ai pris un plaisir inouï à lire et j'ai compris beaucoup d'aspects de la relation. Ce que tu appelles les affinités et qui nous constituent à travers toutes les différences comme ça qui se rejoignent. Tout le vivant aujourd'hui, et ça peut-être que l'idée de relation nous permet de mieux le comprendre, nous met dans une espèce de contact absolument multidimensionnel, sensible, intellectuel, poétique, charnel, imaginatif avec l'entour. C'est cette multiplicité comme ça, cette explosion de soi, ce qu'il appelle la diffraction. Quand il disait que la mer Méditerranée concentre, que la Caraïbe diffracte. C'est cette diffraction qui faisait que l'arbre relationnel était infiniment puissant parce qu'il ne s'arrêtait jamais, il prenait toutes les formes, même la forme gastronomique. Édouard aimait goûter, il aimait écouter les musiques, il regardait tout avec plaisir, donc c'était une disponibilité de la totalité de son être, et c'est cette manière d'être au monde qui appelle la multiplicité. Et ce que tu as dit des affinités, c'est absolument essentiel pour comprendre l'idée de relation. Bravo, vous pouvez acheter son livre, c'est vraiment une merveille. Le titre, la maison d'édition. C'est chez Gallimard. Ça s'appelle comment? Non, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ah, c'est quand même, on va la parler. On en vient. Avouez. C'est ça le sujet, ça. Non, les airs de famille et une philosophie des affinités. Ouais, voilà. Bon, le coup de pub étant fait. Les ressemblances, les dissemblances, les rapprochements, les éloignements, plein d'affinités comme ça qui constituent la relation et qu'on retrouve dans l'empreinte à Crusoe. Il est vraiment dans des processus incroyables. Ton livre est vraiment magnifique. Édouard aurait aimé beaucoup ce truc. Merci Patrick, ça me touche. Donc, je vais laisser à la salle poser des questions. Allez-y. En tout cas, merci pour votre film. Merci à pour vous. ces images venues d'ailleurs. Merci pour ces images de l'ailleurs, comme pour nous rappeler que l'ailleurs est ici. L'ailleurs est en nous. On a l'ailleurs dans le corps et dans le corps. Dixit Jacques Derrida. Et de tout monde, c'est peut-être que l'ailleurs ici, l'ailleurs en nous. Peut-être que cela. Et puis, j'aimerais aussi retenir son regard, qu'il qualifie de regard double,
celui du fils et de l'étranger. Quelque part dans la politique de la relation, je crois. Et partout où il est, il cherche le lieu commun. Ce terme lieu commun, un peu malheureux, hélas, mais en tout cas le trait d'union qui fait que ce lieu est commun à tous. Et malgré ça, il a le regard de l'étranger aussi. En tout cas, merci pour votre film. C'est le regard du fils et la vision de l'étranger. Merci. Et c'est dans le soleil de la conscience. Le soleil de la conscience. Et à une époque où c'était pas évident, hein. C'est à l'époque se reconnaître à la fois fils et étranger, dedans et dehors, ici et ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Absolument incroyable. On ne lui a pas fait que des cadeaux. Et surtout dans le rapport à la puissance coloniale, pour le dire, pour l'écrire. C'était pas évident à cette époque. Hein. Et la vision de la relation a été immédiate et puissante. Après, il n'a fait que développer. C'était un des grands mystères du génie, quoi. Des questions? Des remarques? Votre film est disponible avant quand? Pas fini. C'est une question de sous. Comme vous voyez, ce genre de film ne peut pas passer à la télévision. Il est Sur volontairement. Arte, non, même pas Arte. Non, c'est trop ralenti pour eux. Oui, bien sûr. Il y a des coupes à faire. Oui, non, mais on a proposé. Non, même, c'est même pas question de coupe. En fait, c'est très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que la télévision nous ennuie tous. Mais c'est pratiquement ce genre de film n'est pas possible. Et dans les cinémathèques, enfin, je sais pas. Pour répondre à sa question, il sera disponible quand il y aura un travail de montage son très important, d'ambiance, etc. Et de message. Oui. Donc, fatalement, le divulguer comme ça. Bien qu'il soit intéressant comme ça aussi. Oui, j'accepte de le passer, mais il n'est pas fini. Moi, je souffre, hein, c'est un brouillon encore. Quand on entend des fins de phrases comme ça, on s'en découpe, etc. C'est un brouillon, voilà. Oui, c'est un peu dommage. Je vous ai montré un brouillon. Et oui, mais c'est une question économique, c'est déjà bien. Mais justement, faire un appel. À qui? Je fais public à l'Institut, l'adhérent de l'Institut. Ah ouais. Si tout le monde a de l'argent, on pourra peut-être que... Bon. Est-ce que vous avez encore une question à poser à Patrick Chamoiseau ou à Romuald Francois? Ou est-ce qu'on relance le débat sur le roman sur roman et créolité, roman et créole? Une grande question. Mais il nous faudra peut-être une heure de plus à ce moment-là. Un peu plus qu'une heure. Oui. Question qui rebondit à la fois sur ce que vous avez dit, et qui rebondit un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au fait que Homerode avait été si mal accueilli au moment de sa sortie, pas accueilli, voilà, c'est encore plus ça mal. Et justement, je pensais au fait qu'inversement, la Lézarde avait été très bien accueillie, il avait même reçu un prix. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose comme ça, comme une sorte de descente, la descente aux enfers, de la part de Orphée Clisson, qui va chercher quelque chose, voilà, justement, qui se débarrasse de ses oripeaux et qui va au plus près de ce qu'il est sens, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour en rendre compte, à travers son idée du tout monde. Et je pensais justement à Robinson Crusoe, le dernier roman de Patrick Chamoiseau. J'avais l'impression que justement c'est un personnage un peu comme ça, qui était seul et qui devait faire face dans sa solitude la plus profonde, la plus essentielle, à ce que c'est que le monde. Et ça ressemblait justement au parcours d'Édouard Glissant et Glissant. Je voulais savoir si dans votre roman il n'y a pas aussi une part justement comme d'un hommage à un maître. Ah oui, c'est-à-dire que c'est vrai que la relation dans sa plénitude obscure, se fonde sur la solitude. Et Édouard répétait toujours solitaire mais solidaire. Mais c'est vrai que, et moi je la mesurais intuitivement, l'immense solitude d'Édouard Glissant, une immense solitude poétique. Il était très très loin de nous, du point de vue de la vision, de la conception.
personne ne sait ce qu'il appelle tout le monde véritablement. C'est des choses qui étaient tellement diverses en lui, et ça, c'était presque un impartageable. Et c'est là que je me rends compte que d'une certaine manière, l'entrée en relation exige que l'on construise sa solitude, que la solitude est une construction. Et que c'est par la construction de cette solitude que l'on atteint à cette exigence particulière que demande la relation. C'est-à-dire le lien avec l'autre, le lien avec, même pas l'autre au sens le plus large, le lien avec tout, hein, parce que c'est ça la relation. C'est le lien avec tout, se fonde sur une intense solitude. Et ça suppose effectivement la construction d'une poétique qui est impartageable, qui est la seule à pouvoir... il peut nous donner quelques oripeaux et puis on fait ce qu'on peut avec, mais la vision profonde, il ne pourra jamais, il ne nous l'a pas transmise et c'est très très difficile à la transmettre. Pourquoi? Parce que dans la relation, on ne peut fonder que des expériences, pas des vérités. Donc il y avait une expérience glissante de la relation qui était intransmissible, c'était son opacité à lui. Ce qui fait que nous, ce que nous pouvons faire, si nous sommes attirés par cette poétique de la relation, c'est bâtir notre propre expérience avec ce que nous pouvons butiner de ce que nous avons perçu. Mais c'est vrai que toutes ces approches, et ça j'aimais bien, c'est la première fois que j'entendais cette définition de l'opacité, oui, j'avais jamais entendu celle-là. Il y a plusieurs définitions des mots, ça part il les prend par différents bouts et il faudrait vraiment les rassembler. On voit bien que c'est quelque chose ce sont des indéfinitions. Hein, pas des définitions, mais des indéfinitions. La relation ne supporte que des indéfinitions. Il n'y a pas de préalable, puisque la relation se nourrit de la relation. Donc une intense solitude, et puis un immense courage poétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffrait pas qu'un livre n'est pas... Mais aujourd'hui, il ne faut pas sombrer dans ce côté mercantile qui ne correspond pas à la littérature, pour savoir combien vous avez vendu, pour savoir si vous êtes reçu. Si vous faites le compte des livres déterminants en fonction des lecteurs dans l'histoire de la littérature, on voit que ça correspond en général pas. Et on s'aperçoit, bon, je prends le cahier de retour au pays natal, que personne n'a lu, enfin en tout cas aucun Martiniquais pratiquement. Ceux qui l'ont lu n'ont pas compris grand-chose, et ça a tout changé. Donc l'éclat, la puissance de transformation d'une œuvre d'art, d'une œuvre comme celle d'Édouard, elle est de nature obscure. C'est une expérience qui est comme une pierre, un indéchiffrable, qui nous touche, qui nous émeut, que nous interprétons, avec laquelle nous bâtissons nos expériences, et ça se répand. Hein, quand je vois une assemblée comme celle-là, tout ce séminaire organisé par l'Institut du Tout-Monde, moi je suis heureux qu'on puisse comme ça régulièrement fréquenter des mots, fréquenter des concepts, non pas pour les saisir, mais au contraire pour les ouvrir et les disperser parmi nous, et que chacun en fasse ce qu'il veut. Je n'ai aucune crainte pour l'œuvre d'Édouard, et je ne dirais pas qu'Orméron n'a pas été bien reçu. Au contraire. Ça aurait été même un mauvais signe que toute la presse se mette à célébrer. Ça voudrait dire que la poétique d'Édouard était accessible. Bon. Le problème, c'est qu'il ne construit pas de système littéraire, il ne transmet pas une vérité, il ne transmet pas un code de lecture ou un système d'une poétique de la relation. Il exprime une expérience personnelle qui est extrêmement solitaire. Solidaire, bien sûr, parce qu'elle participe de la condition qui est la nôtre, confrontée à cette problématique majeure, mais intransmissible. Et cet intransmissible-là, il fallait le garder intransmissible. D'où une œuvre comme celle-là demande un courage poétique infini, un courage que je n'ai pas. Moi, je sais pas. Il faut un courage. Ce qui caractérise la création, c'est la puissance du courage poétique. Et là, il était sans limite. Hein. Sans concession aucune, aucun compromis avec le faire lire, me faire écouter, me faire entendre, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne souffrait pas parfois de manque d'éclat ou d'audience de quelque chose qui était extrêmement puissant. Donc c'est ce paradoxe-là, cette contradiction-là qui était fier de cette solitude et fier de cette dimension inaudible, et en même temps regrettant regrettant surtout que l'idée de relation ne puisse pas plus largement se répandre et changer plus rapidement le monde. Peut-être ça le drame. Il disait toujours, nous sommes quelques-uns à l'avancée du mot.
Avancée du mot. Oui. Nous sommes quelques-uns à l'avancée du mot. Ça, c'est une formule qui m'a toujours frappé chez lui. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis, dans cette sorte de solitude, solidarité, et qu'il avait conscience d'avoir saisi quelque chose que tout le monde ne pouvait pas saisir tout de suite, je pense. Quand à un certain moment donné, il en avait conscience. Ah non, il n'avait pas le sentiment d'avoir saisi. Moi, je pense qu'il a toujours essayé d'approcher... ce qu'il n'aurait pas supporté, ce sont des définitions. Oui, mais d'être... et l'idée de dire qu'il avait compris, non, je pense qu'il était dans une recherche. Il disait, c'est quoi il disait, je suis toujours un jeune poète. Ça veut dire qu'il est désarmé devant ce qu'il soupçonne, ce qu'il devine, et il a le même émoi comme ça de jeune poète. À un moment, il nous a dit, je recommence la poésie. Ça veut dire qu'il était devant un nouveau pan d'obscurité. Et chaque avancée de l'œuvre, c'était ouvrir non pas un horizon dégagé, mais un nouveau pan d'obscurité. Et là, je recommence la poésie. C'était ça. Oui. Une question pour Jean-Toby. Les images de mosaïque ont-elles la même signification que dans ton film Méditerranée? Non. Et, il y a quelques années, j'ai fait pour Arte une soirée thématique, donc toute une soirée sur la Méditerranée, dans 9 pays de la Méditerranée, qui était effectivement sous l'angle de la mosaïque, qui partait de Tunisie, mais qui allait au Liban, qui allait à Athènes, etc. C'était la fragmentation quand même. C'était la fragmentation des tesselles. Les tesselles, c'est les petits bouts de mosaïque, on appelle ça des tesselles. C'était ces tesselles qui étaient séparées et qu'un ciment pouvait rassembler. Ce ciment étant la mer, dont parle d'ailleurs très bien Glissant, qui concentre plutôt qu'elle diffracte. Voilà. Oui, alors non, ici c'est différent. Là, j'ai voulu imager au contraire un éclatement. Et il y a des mosaïques d'ailleurs diverses. Je n'ai pas eu de soucis historiques. Il y a des mosaïques puniques, carthaginoises, qu'on reconnaît parce qu'elles sont abstraites. Hein. Ce sont des tesselles blanches avec quelques points noirs de temps en temps. Et les romaines, j'ai pas été jusqu'à la chrétienté, donc il n'y a pas de mosaïque byzantine, mais il y a des mosaïques romaines où on voit Neptune, Neptune essentiellement, on voit etc. Non, ça n'a pas la même signification pour moi. C'était au contraire, plutôt qu'un rassemblement, c'était un éclatement là, que j'ai voulu essayer de montrer, avec une technique de caméra très saccadée. Il n'y a pas ça dans la Méditerranée, qu'a produit d'ailleurs mon ami Mohamed qui est dans la salle. Merci Mohamed. Avec lequel nous préparons une nouvelle Méditerranée. Bon, grand projet. Grand projet.